Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les changements apportés à la page analyse de notre nouveau site. Alors pour rappel, dans une première vidéo, on s'est intéressé notamment au haut de l'analyse avec les critères généraux sur une société, son nom, son marché, sa capitalisation, etc. Et on s'est attardé plus en détail sur ce nouvel indicateur qui est la qualité de la valeur. Si on continue à descendre sur notre analyse, on arrive sur la droite de régression, un indicateur que vous commencez à bien connaître. On va quand même prévoir une nouvelle vidéo dessus pour en réexpliquer comment l'utiliser au mieux. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie juste après, qui est donc le gros bloc conseil de cette nouvelle page analyse. Alors comme vous le voyez visuellement, il a deux grands volets, un volet vert qui est en fait les conclusions de notre analyse fondamentale, et en bleu, les mêmes données, mais à partir de la droite de régression, donc des données graphiques. L'idée, vous voyez, elles sont réparties en trois parties qui se répondent. La valorisation en vert en fondamental, en bleu en graphique, la performance en vert en fondamental, en bleu en graphique, et enfin le risque, pareil, en vert en fondamental, en bleu en graphique. Voilà donc pour ce premier aperçu de ce gros bloc du conseil. On va maintenant rentrer un peu plus dans les détails. Si on s'intéresse tout d'abord à la première partie qui est la valorisation, on le voit du côté fondamental, elle comprend le PER moyen historique, qui est donc la moyenne des PER des 10 dernières années de la valeur, et le PERS, pareil, un indicateur qu'on utilise depuis longtemps chez Hibou, qui est donc le PER structurel estimé, et qui est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la valeur par la projection réalisée par Hibou à l'issue de son analyse du résultat net courant structurel par action. De l'autre côté, sur le plan graphique, on a également des chiffres que vous commencez à bien connaître si vous suivez Hibou depuis quelques temps. C'est la distance du cours par rapport à la droite de régression mesurée en pourcentage. Ici, on est toujours dans l'exemple de Steph qu'on avait pris dans la précédente vidéo, on est à 45,7%. Et en écart type, on est à moins 1,52%, c'est-à-dire que le cours est actuellement situé à moins un écart type et demi en dessous de sa droite de régression. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer d'une part la distance du cours par rapport à sa droite de régression et d'autre part l'écart entre le PER moyen historique et le PERS. Ça permet en fait de comparer les valorisations fondamentales et graphiques. Donc ici on voit que la distance du cours à sa droite de régression est de 46% et que l'écart entre le PERS et le PER historique est de 3 points, c'est-à-dire si on fait en pourcentage précis de 43%. Donc finalement des écarts qui sont assez proches en fondamental et en graphique. C'est pas toujours le cas, mais dans cet exemple de Steph, c'est le cas. Il est intéressant en même temps de regarder donc l'écart en écart type, moins 1,52 ici, pour mesurer le risque. Est-ce que le pourcentage de décote ne va pas être un indicateur de risque, puisque la taille de l'écart type varie selon les valeurs pour toutes les actions, et donc si on veut vraiment mesurer le risque par rapport à un cours précis d'achat, eh bien ce dernier n'est vraiment réduit à moyen terme qu'en dessous de moins un écart type. Là on a une décote qui est significative, et le risque n'est vraiment élevé à l'inverse qu'au-dessus de plus 1 écart type. Et ici, on voit qu'on a une décote de plus de 40%, tant en fondamental qu'en graphique, avec un risque qui est tout de même réduit, puisqu'on est au-delà de moins 1 écart type, on est à moins 1,5 écart type. Alors après l'analyse de la valorisation, ce que nous regardons, c'est la performance de l'action, c'est la performance potentielle. Bon. Alors, on a d'abord à gauche la rentabilité structurelle des capitaux propres, si vous voulez, les capitaux de l'actionnaire, telle qu'elle est calculée en analyse fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Parce que si vous voulez, la performance d'une action, elle découle directement de la rentabilité des capitaux propres. Voilà. Et nous calculons cette rentabilité à partir des capitaux propres initiaux de la société, à laquelle, comme on vous l'a expliqué dans la dernière vidéo, nous ajoutons les bénéfices non distribués. C'est donc une rentabilité historique avec l'avantage d'avoir très peu de distorsions comptables. Bon, alors pour calculer la rentabilité structurelle de la société, c'est-à-dire la rentabilité le long des cycles, généralement on s'appuie sur la rentabilité structurelle des capitaux propres des 10 dernières années. Et puis on la corrige en fonction de l'analyse fondamentale. Alors vous voyez, si on prend les comptes de Steph, que vous pourrez très bientôt télécharger à partir du site, eh bien, la moyenne à 10 ans de la rentabilité des capitaux propres de l'actionnaire, c'est 14,11%. Alors nous avons projeté un petit peu moins, un chouïa moins, 14%. Pourquoi? Parce que d'une part,
la rentabilité de la société s'est accrue parce qu'elle a pris de l'envergure, et en prenant de l'envergure, elle a des économies d'échelle et des économies d'avantages concurrentiels qui font qu'elle a une amélioration de sa rentabilité. Et d'un autre côté, c'est une société qui a un niveau d'endettement entre 2 et 3 fois l'EBITDA parce qu'elle fait beaucoup de croissance externe. Et donc, si vous voulez, la projection que nous faisons de la hausse des frais financiers va réduire cette rentabilité. Et donc, globalement, on estime qu'on aura à peu près 14%, c'est-à-dire quasiment l'historique avec un chouïa de moins. Bon. Et c'est intéressant, si vous voulez, de comparer cette rentabilité avec la pente de la droite de régression. La pente de la droite de régression, normalement, elle doit être à peu près égale à la rentabilité des capitaux de l'actionnaire. Et vous voyez, là, c'est vraiment le cas, puisqu'on a une pente de la droite de régression historique sur CEF de 13%, et on a une rentabilité structurelle des capitaux de l'actionnaire de 14%. Si on continue à descendre donc sur cette page analyse et dans ce bloc conseil, on arrive donc dans le vif du sujet, si j'ose dire, donc la partie, le tableau du conseil à 5 ans et à 10 ans à proprement parler. Donc on le voit tout d'abord, l'objectif de cours en fondamental à 5 ans et à 10 ans. Ibu calcule donc un objectif de cours et donc une performance qui figure juste en dessous, la performance moyenne annuelle attendue, hors dividende, je le précise ici, parce que souvent chez Ibu on réfléchit à dividende réinvesti. C'est d'ailleurs le cas sur le côté bleu, le côté graphique, on parle de dividende réinvesti. Ici, on réfléchit en termes hors dividende et on calcule le rendement en parallèle juste en dessous. Voilà. Donc, Ibu calcule un objectif de cours à 5 ans et à 10 ans à partir, donc on l'a vu, de la rentabilité structurelle des capitaux propres, du taux de distribution structurelle des bénéfices qui est généralement proche du taux historique. Parce que voilà, si une boîte a l'habitude de distribuer 50%, globalement, ça ne va pas changer dans les prochaines années la plupart du temps. Et enfin, à partir du PER structurel estimé. Tout cela étant bien sûr issu de notre analyse fondamentale de la société et de notre analyse de sa descente de compte en particulier. Le conseil va résulter de ce calcul de performance, pondéré comme on l'a vu par la qualité de la valeur, on en a parlé dans la dernière vidéo, et donc il est différencié à 5 ans et à 10 ans, on a des objectifs différents en fonction des horizons bien sûr. Voilà donc pour le conseil en fondamental. Côté graphique, c'est pareil, Ibu va calculer une performance à 5 ans et à 10 ans à partir de la droite de régression, en prenant pour hypothèse donc que la pente de la droite est stable dans le temps et que le cours va rejoindre la droite, sa moyenne en fait, à 5 ans et à 10 ans. Et c'est assez intéressant de comparer là encore les deux approches fondamentales et graphiques. Si elles se répondent, c'est ce qu'il y a de mieux. Si elles diffèrent, nous, on s'en réfère toujours au fondamental parce que voilà, c'est plus, comme son nom l'indique, c'est plus fondé. Là, dans le cas de Steph, on le voit, on a une performance moyenne annuelle attendue hors dividende de 14,4% à 5 ans, 11,8% à 10 ans, et on estime le rendement à 5 ans à 6,3% par rapport au cours actuel de la valeur, et 9,7% à 10 ans, ce qui donne un conseil à l'achat dans les deux cas. Si on regarde côté graphique, on réfléchit cette fois-ci à dividende réinvesti, on est à presque 22% à dividende réinvesti à horizon 5 ans, donc on voit que la droite de régression est un peu plus favorable que notre analyse fondamentale, parce que si on additionne nos 14,4% de performance moyenne attendue plus le rendement, on arrive à une performance dividende réinvesti en fondamental de 17% environ à 5 ans. Là, on est plus proche des 22%, donc on voit que sur le plan graphique, la droite est plus favorable. Et à 10 ans, on arrive à 17,4%. Là encore, une estimation qui est un peu plus favorable que notre analyse fondamentale. Mais on voit que dans les deux cas, la performance est très appréciable. Voilà, et alors après le conseil, dernier point, l'analyse du risque. Alors l'analyse du risque, c'est d'une part en fondamental la résilience et en graphique la taille de l'écart type. Alors la résilience, on vous en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais uniquement pour les bénéfices. En fait, au niveau fondamental, notre calcul de la résilience, elle découle de la résilience des bénéfices et de la résilience des dividendes. Et pour ça, on prend en compte leur progressivité, le nombre de baisses et l'amplitude de ces baisses, l'existence de pertes ou de non-distribution de dividendes. Alors, on vous a mis un petit exemple, vous voyez, dans le tableau qui est en dessous pour Steph, sur quelques années, vous voyez que quand il y a augmentation du dividende ou du bénéfice, ou diminution du dividende ou du bénéfice, il y a des chiffres qui sont différents. Et l'un dans l'autre, on a une résilience du dividende de 19% qui est assez faible, une résilience du bénéfice de 38% qui est très correcte. Alors on a une résilience faible du dividende parce que comme beaucoup de sociétés au moment du Covid, la société a suspendu son dividende. Donc c'est une résilience qui est un peu faussée en fait sur la très longue route.
Bon, alors au niveau graphique, on a une taille de l'écart type qui est de 28%. Alors il faut que vous sachiez, si vous voulez, que la taille de l'écart type moyenne de la bourse, c'est-à-dire les indices boursiers, c'est entre 28 et 30%. Donc ça veut dire que la taille, la volatilité de STEF est quasiment la même que celle des marchés, donc elle est moyenne. La résilience à 28% est un peu plus faible que la moyenne, mais elle s'explique par l'exceptionnel suspension de dividendes voilà, pendant les années Covid. Voilà. Donc cet indicateur de risque, il est toujours intéressant à regarder quand on fait un investissement. Bon, alors une fois qu'on a fait cette étude, ce tableau des conseils IBU, ensuite vous avez l'historique des comptes. On vous met sur ce petit tableau un début de l'historique des comptes que vous pouvez voir sur 10 ans et que vous pouvez faire défiler. Et puis ensuite, on a l'analyse IBU proprement dite, là, qui est littéraire. Et donc, premièrement, on vous décrit l'entreprise. De quelle entreprise s'agit-il? Quelle est son activité? Sur quel secteur est-ce qu'elle travaille? Quelle est sa position concurrentielle? Quelle est son évolution depuis 10 ans? Et ensuite, à partir de ça, on se demande quel est l'enjeu de l'investissement. Voilà. Et ensuite, on répond avec la vision IBU sur cet enjeu. Et c'est dans cette réponse qu'on va expliquer notre position à l'achat, conservé ou à la vente. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a un peu, voilà, les nouvelles études sur le plan littéraire, elles sont organisées un peu différentes pour qu'elles soient plus faciles à lire, à appréhender. Voilà. Que vous perdiez moins de temps, qu'elles soient plus efficaces. On essaie toujours chez IBU, je ne sais pas si vous remarquez, de faire des outils qui soient à la fois très sophistiqués et en même temps le plus simple possible. Voilà, on vous a décrit dans cette vidéo donc la manière dont on peut lire l'étude IBU, sauf l'analyse graphique, c'est-à-dire la droite de régression, et ça fera l'objet de la dernière vidéo. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et à très bientôt avec l'équipe IBU.